Chers amis, mesdames, messieurs, c'est d'abord une très grande joie pour moi de revenir, effectivement, 4 ans plus tard, au fond, je ne sais comment vous appeler, n'est-ce pas, ce cercle de pensée, think tank, disent nos amis anglo-saxons, mais pour, en vérité, discuter de problèmes qui sont des problèmes de la recherche intellectuelle, de la vie, de la réflexion. Et j'ai été très frappée par ce que vient de dire notre ami, lorsqu'il a pointé du doigt le fait qu'il y avait deux secteurs, disons, de la vie intellectuelle qui sont mal connus en France, et c'est parfaitement vrai. C'est les Pays-Bas, les rapports. C'est d'autant plus. J'ai écrit il y a quelques années un livre sur l'insurrection des Pays-Bas. C'est d'autant plus dommageable pour nous que les Français, au XVIIe siècle, lors de l'insurrection des Pays-Bas, ont joué un rôle fondamental, n'est-ce pas, dans l'insurrection des Pays-Bas. On peut dire que tout le droit politique moderne de la première République d'État a été en quelque sorte élaboré par des Français. Même Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde, à qui on doit l'hymne des Pays-Bas, faisait partie, si l'on en croit les historiens, de la Grande France, mais beaucoup d'autres, Hubert Languet, les frères Stéphane, j'en oublie pour l'instant, mais ont participé directement. Jean Bodin, a accompagné le duc d'Anjou aux Pays-Bas. Bref, mais alors ce n'est pas des Pays-Bas que je souhaiterais vous parler ce soir, mais d'un autre problème, d'un autre champ de la vie des idées politiques qui concerne cette fois directement la Renaissance. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que au fond, je travaille sur ces questions depuis longtemps maintenant, hélas. Je me suis rendu compte que les fondements de la pensée politique moderne, quand on les aborde du côté français, en France, le plus souvent, on les rapporte à la Révolution, n'est-ce pas, aux révolutions du XVIIIe siècle. On les appuie sur les révolutions du XVIIIe siècle, l'américaine, la française. Et quand, si vous voulez, on regarde de plus près ce qui a suivi immédiatement au fond, la pensée politique qui s'est appuyée évidemment sur les révolutions, les grands systèmes de pensée du XIXe et du XXe siècle, vous les connaissez comme moi, le libéralisme qui s'est tourné vers l'économie, la révolution sociale qui a mis en évidence l'existence d'une lutte de classe et qui nous a donné le socialisme, la révolution conservatrice, n'est-ce pas, qui s'est intéressée au fond à la nation et au nationalisme. Et eh bien, en fait, tous ces systèmes de pensée ont leur intérêt et leur valeur, mais d'une manière générale, ils se sont écartés, quelquefois ils ont critiqué, en tout cas ils ont dérangé les fondements des républiques démocratiques, les fondements intellectuels des républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le droit politique de ces républiques démocratiques ne vient pas du tout de la période post-révolutionnaire, mais a été élaboré auparavant. C'est pour ça que je me suis décidée à faire donc ces 4 volumes. Mon éditeur a eu la générosité d'accepter que je m'embarque pour un grand projet que j'espère je mènerai à bien, d'essayer de consacrer donc 4 livres au siècle du XVe au XVIIIe siècle, où se sont élaborés véritablement en Europe les fondements de la pensée politique moderne, évidemment européenne, n'est-ce pas? Je reste dans un univers qui est essentiellement européen, mais qui est fondamental, encore une fois, pour les républiques démocratiques. Alors, ce qui peut sembler, si vous voulez, assez étrange, en vérité, n'est étrange qu'en France, parce que, comme on le disait en aparté, si on se tourne vers au fond, les historiens des idées politiques, en particulier dans le monde hollandais, dans le monde anglo-américain, il existe déjà depuis au moins 2 ou 3 décennies des livres très importants sur l'histoire des idées politiques qui, justement, ont choisi cette tranche du XVe au XVIIIe siècle. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu entendre parler des grands livres de Pocock sur le moment machiavélien ou de Quentin Skinner, enfin, qui sont parmi les plus connus, mais il y a d'autres ouvrages non moins importants, par exemple le grand historien américain du droit qui est Donald Kelley, et qui en plus a travaillé sur les penseurs politiques français du XVIe siècle.
Donc, au fond, c'est banal, ce qui est banal outre-Manche et outre-Atlantique, et ici peut sembler dérangeant. Et en vérité, pourquoi j'ai voulu le faire néanmoins, c'est parce que, vous savez, chacun voit midi à sa porte, et les Anglo-Américains ont une idée très approfondie maintenant, vu les recherches qu'ils ont faites du développement politique, du développement des idées politiques dans le monde moderne, mais où, à mon avis, ils font une place tout à fait insuffisante et quelquefois même, on voit du misunderstanding, et ils ne comprennent pas toujours, n'est-ce pas, la trajectoire des idées politiques telle qu'elle s'est développée, à mon avis, en France. Donc, il me semblait que un point de vue français faisait défaut. Et donc, alors, ce n'est pas que, par ailleurs, je suis patriote, mais ce n'est pas que j'ai voulu imposer une vision nationale ou nationaliste, pas du tout. Mais néanmoins, ça m'a intéressé de reprendre cette question à travers ce que moi je connaissais de l'histoire des idées politiques. Alors, ce livre, n'est-ce pas, que je vous présente ce soir, et dont je n'ai pas l'intention évidemment de vous faire un résumé, concerne la Renaissance. N'est-ce pas, la Renaissance, pourquoi? Alors là encore, vous savez, la Renaissance, chez nous connaissons bien le XVIe siècle. Tout le monde connaît Montaigne, Rabelais et tout ce qui c'est Guillaume Budet, enfin j'en oublie, tout ce qui a pu se passer en France autour de la Renaissance. Mais en revanche, là encore, la France avait marqué pendant très longtemps un retard tout à fait notable dans la connaissance, n'est-ce pas, de la Renaissance, de la Renaissance italienne, de la Renaissance du XVe siècle. Qui s'en occupait? Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, les Italiens. Il y a une bibliographie admirable, pour en citer que deux, Eugenio Garin et puis Cesare Vasoli. Je vous cite deux Italiens, mais il y en a évidemment, il y a une biographie immense. Les Allemands, au premier rang desquels d'ailleurs des grands historiens de l'art, enfin, dont beaucoup ont immigré au moment de la montée du nazisme en Amérique, mais Panofsky, Hans Baron, et il y a maintenant des recherches donc anglo-américaines tout à fait considérables sur la Renaissance. Et je dois dire, à ma grande satisfaction, parce que vous savez, quand on se lance dans une recherche, ça prend toujours un certain temps, je dois dire que la bibliographie sur la Renaissance qui existe aujourd'hui, eh bien, est marquée par un renouveau, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler une école française. Je le dis pour mes consoeurs ici présentes, ça m'a fait également très plaisir de voir que les femmes, dans cette histoire de la Renaissance, se taillaient la part du lion. Il y a vraiment des études de premier ordre faites, non pas par quelques isolés, comme ça a longtemps été le cas, mais par tout un brelan de femmes qui ont fait des études tout à fait remarquables. Et si vous voulez bien, je renverrai à ces études, chemin faisant, si ça me vient à l'esprit. Alors, donc, plutôt que, après ce préalable, n'est-ce pas, plutôt que de vous résumer ce livre, je voudrais vous dire, au fond, en quoi ma recherche a dépassé, d'une certaine façon, l'état des questions telles que, au fond, tout le monde la connaît sur la pensée politique de la Renaissance. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre qu'on ne trouvera pas ailleurs? Voilà. Alors, la première chose, c'est que, au fond, quand on parle de la pensée politique italienne, de la pensée politique de la Renaissance, immédiatement, on pense à Machiavel ou Guichardin, ou la figure de Savonarola. Tout le monde les connaît. Et d'ailleurs, il y a depuis toujours, n'est-ce pas, depuis le XVIe siècle, depuis Bodin qui a dit qu'entre Aristote et lui, il n'y avait que Machiavel. Enfin, Machiavel a eu un succès considérable dans toute l'Europe et il n'a cessé d'être discuté. Il y a eu peut-être un certain affaissement au XXe siècle, mais il est un objet d'étude depuis toujours. Et il y a, je me rappelle quand jeune chercheur, j'avais fait un compte-rendu du livre de Claude Lefort sur, ça c'était sa thèse, n'est-ce pas, pour les annales. Donc il y a toujours eu, en France, il y a des études vraiment remarquables sur Machiavel, celle de Claude Lefort, celle de Raymond Aron, même des écrivains comme Giono, qui a écrit la préface du volume de la Pléiade consacré à Machiavel, qui sont certainement tout à fait remarquables. Mais
Alors, loin de moi l'idée de dire, et vous verrez d'ailleurs, j'ai consacré toute la dernière partie de mon ouvrage à Machiavel, à la pensée politique de Machiavel, mais Machiavel, c'est comment vous dire, un volet de la pensée politique de la Renaissance italienne, mais seulement un volet. Et il y en a un autre qui, à mon sens, a été au moins aussi important que celui de Machiavel, et à laquelle j'ai consacré, au fond, les 2 tiers de mon livre, pour pas dire et c'est ce dont je vais vous parler rapidement. Donc, alors si toute la pensée politique de la Renaissance italienne n'est pas dévolue à Machiavel, ben, où la trouve-t-on? Eh bien, on la trouve d'abord à Florence. Florence, n'est-ce pas, qui n'est pas seule. Il y a d'autres villes, Sienne, et toutes les villes de Toscane, et même les villes du sud de l'Italie. Bon, l'humanisme a balayé toute l'Italie, mais c'est surtout à Florence qu'on a vu apparaître ce que le grand érudit allemand Hans Baron a appelé d'un nom qui est resté, n'est-ce pas, sur lequel d'ailleurs s'appuient nos collègues anglo-américains, l'humanisme civique. L'humanisme civique, qui lui n'apparaît pas à la fin du Quattrocento, parce que Machiavel, Savonarola, Guichardin, c'est le moment où la République disparaît, est battue par l'arrivée de Charles VIII, au moment où toutes les stars de la République de Florence, c'est-à-dire Laurent Magnifique, Ange Policien, Pic de la Mirandole, 1494, ils meurent tous cette année-là. Bon. Et c'est le moment où commence, si vous voulez, la véritable carrière intellectuelle de Machiavel. Pas sa carrière politique, mais sa carrière intellectuelle. C'est à partir de ce moment-là qu'il va réfléchir sur ce qui s'est passé, sur le drame, si vous voulez, de l'effondrement de la République florentine. Alors, donc, à mon avis, le morceau très important de la pensée politique de la République de Florence, c'est donc cet humanisme civique. Alors, on pourrait y consacrer, si vous voulez, une très longue étude, ce n'est pas le cas, mais j'ai tenu à marquer l'importance, enfin j'ai sorti, si vous voulez, des dizaines, voire des centaines d'humanistes qui ont concouru à cette République florentine, 3 noms que j'ai présentés, les hommes et les œuvres, excusez-moi, qui m'ont semblé très importants. Coluccio Salutati, c'est le tout début du Quattrocento, homme de transition entre la fin du Moyen-Âge et les débuts de la Renaissance, Leonardo Bruni et Léon Battista Alberti. Le 3e, Alberti, il est plus connu parce que les historiens de l'art, les seuls qui se sont vraiment intéressés depuis toujours à la Renaissance italienne, tout le monde connaît, je pense, André Chastel, il y a une grande histoire de l'art de la Renaissance en France. Mais par contre, c'est l'histoire des idées qui avait été laissée de côté. C'est pas l'histoire des idées. Eh bien, donc, alors, pourquoi, au fond, vous dire quelques mots sur ces 3 personnages? Alors, eh bien, d'ailleurs, vous voyez, je vais commencer par une citation, je l'ai photocopiée parce que je ne l'aurais pas mémorisé suffisamment longtemps. Voilà ce que dit Salutati. Salutati, donc, qui a été chancelier de Florence au début du XIIIe siècle et qui a eu à surmonter 3 problèmes politiques vraiment très difficiles. La rupture avec le parti du pape qui a toujours appuyé Florence, n'est-ce pas, d'un côté, la rupture avec Milan, alors là c'était une vieille affaire, c'est-à-dire avec l'Empire, parce que Milan était appuyé par le Saint-Empire romain germanique, et au moment où éclatait à Florence la révolte des Ciompi, c'est-à-dire les quarts d'heure de laine, les luttes sociales, n'est-ce pas? La République avait une petite part de révolution qui se dessinait dans ses entrailles. Alors, voilà ce qu'il dit. Et c'est une expression de son patriotisme. Quelle cité, non seulement en Italie, mais dans le monde, est plus sûre dans l'enceinte de ses murailles, plus fière de ses palais, plus chamarrée d'églises, plus belle par son architecture, plus imposante par ses portes, plus riche de places, plus grande par son peuple, plus glorieuse dans sa citoyenneté, plus inépuisable par ses richesses, plus fertile dans ses champs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Sienne et si vous avez pu voir la fresque d'Ambrogio Lorenzetti du bon et du mauvais gouvernement. Alors, c'est à Sienne, vous me direz, alors pourquoi Florence? Mais c'est la même idée, vous savez, la prospérité. La prospérité et
au fond, la démocratisation, la voie. Alors, à Salutati, on doit une idée qui a fait un chemin extraordinaire, l'idée au fond, de la liberté d'une cité, n'est-ce pas? Vous savez, la statue de la liberté de Bartoli, reproduite dans le port de New York, eh bien, ça commence à Florence. Le mot libertà était brodé sur toutes les bannières de Florence, n'est-ce pas? Les bannières de la ville avaient ce mot-là. La liberté, une liberté qui est politique, une liberté qui est liée à une certaine organisation politique. Donc, le patriotisme est l'idée de liberté. Alors, évidemment, il n'y a pas que cela, mais il y a d'abord cela. Et Leonardo Bruni, alors lui, c'est une génération après. Coluccio Salutati, je dirais que ces trois hommes, n'est-ce pas, dont je vous parle là rapidement, ont tous en commun quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça que Hans Baron a pu parler d'humanisme civique, c'est le retour aux humanités gréco-romaines. Et par exemple, Salutati a fait venir un byzantin, un grec, pour enseigner. Il a payé, l'a pensionné pour qu'il enseigne à Florence, au studio de Florence, le grec, au fond, à tous les humanistes. C'est le retour et la récupération au moment, évidemment, on y reviendra, du concile d'union des églises d'Orient et d'Occident, le concile de Ferrare-Florence, au moment où il y avait un espoir de réunion de la chrétienté, et après, évidemment, la chute de Constantinople, qui a fait que beaucoup d'érudits byzantins ont transporté leurs manuscrits, leurs livres, et sont venus à Florence apporter tout ça. Eh bien, Coluccio Salutati a pris le taureau par les cornes et a fait enseigner à la nouvelle génération, celle de Leonardo Bruni, qui est un homme extraordinaire. Et là, je vais vous citer, vous allez voir, au fond, j'ai mis ça en épigraphe d'un chapitre de Leonardo Bruni, et voilà ce qu'il dit sur Florence. Si Florence est admirable dans ses relations extérieures, elle l'est surtout par son régime et ses institutions intérieures. On veilla très soigneusement à ce que le droit soit tenu pour ce qu'il y a de plus sacré, le droit, dans la cité, ensuite qu'il y régna la liberté, sans laquelle le peuple estima ne devoir vivre, toujours la liberté. Vers ces deux principes tendent toutes les institutions et les mesures de cette République. Alors, voilà, vous voyez, la même chose, il est le continuateur lui aussi sera chancelier, comme Leonardo Bruni, humaniste et homme politique. Mais qu'est-ce qu'il a fait de tout à fait particulier, Leonardo Bruni, qui a vraiment certainement changé, au fond, la phase de l'histoire des idées politiques en Europe? Eh bien, il a traduit, beaucoup plus justement qu'on ne l'avait fait avant lui, en particulier que Guillaume de Borbeck l'avait fait au XIIIe siècle, il a traduit la politique d'Aristote, n'est-ce pas? Mot à mot, toute une réflexion sur la traduction. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence dans cette traduction? Un point qui est fondamental et qui devait devenir un classique de la pensée politique, pour ceux qui connaissent un peu la pensée politique telle qu'elle s'est vraiment développée au XVIIe siècle, par exemple, c'est une opposition fondamentale, non pas seulement des gouvernements, mais d'abord des régimes. L'idée que le régime de la République, ou comme l'avait dit Aristote, l'autorité s'exerce par des lois sur des hommes libres et égaux, et a en vue l'intérêt général, s'oppose frontalement au régime despotique ou impérial, l'Empire, où l'autorité s'exerce par la force sur des individus qui sont assujettis. Et alors, il a beaucoup insisté là-dessus, ce qui a déclenché, vous voyez, toute une discussion à Florence même. Elle rejaillit aujourd'hui. Vous savez que Cicéron, je le dis pour ceux qui peut-être s'intéressent au programme de l'agrégation de philosophie, c'est mon cas, Cicéron a déjà été mis en 2010 au programme, et il a été remis encore cette année au programme. Et donc, grande discussion, n'est-ce pas, sur l'opposition entre Cicéron et César. Pourquoi Cicéron était contre César? Eh bien, Bruni dit, Cicéron avait absolument raison, et César avait totalement tort, parce que César, c'est l'Empire, et après, au fond, tous ses défaits. Et d'ailleurs, dans l'histoire du peuple florentin qu'il écrit par la suite, il montre qu'il y a, si vous voulez, un effritement de toutes les valeurs de la République romaine, de tout ce qui a fait la force de la République romaine. Et il ajoute d'ailleurs qu'à ses yeux, le Saint-Empire romain germanique n'est pas du tout une continuation de la République romaine, mais l'arrivée, selon lui, des barbares. Bref,
Donc, si vous voulez, une appréciation beaucoup plus exacte des idées de la politique d'Aristote, de sorte que pour Bruni, comme pour Aristote, il remet les choses en place, il faut distinguer la République, régime, de ses gouvernements. La République peut avoir, c'est à ce moment-là que la question se pose, peut avoir, si elle remet l'autorité à un seul, le pouvoir à un seul, un gouvernement monarchique, c'est parfaitement compatible avec la République, ce qui nous explique que d'ailleurs qu'il y a des républiques, tous les pays du nord de l'Europe, la Norvège, la Suède, n'est-ce pas, qu'on a beaucoup de mal à caser quelque part, mais si on a la grille fournie par Aristote et Léonard de Bruni, on comprend que c'est possible, sans compter l'Angleterre, n'est-ce pas? Pourquoi l'Angleterre a encore un roi? Et tout en n'étant pas seulement un empire, mais au fond, à l'intérieur au moins, un régime républicain, un régime. Et il peut y avoir des gouvernements absolument différents de la République, la monarchie si on confie le pouvoir à un seul, l'aristocratie si on le confie au meilleur, ou la démocratie si on le confie au peuple. Et de même, Bruni, comme presque tous les humanistes de la Renaissance, de même qu'Aristote et l'autre écrivain qu'ils ont redécouvert en même temps, qui était Polybe, dit finalement, si on veut que la République dure le plus longtemps possible, ce qui est le mieux comme système de gouvernement pour la République, c'est le régime mixte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut un peu de monarchie, enfin de gouvernement d'un seul pour les grandes décisions. Il faut un peu d'aristocratie, de gouvernement des meilleurs pour les choses où il y a vraiment besoin de connaissances techniques, de compétences, etc. Et puis, quand même, si on veut que la République dure vraiment, il faut des classes moyennes extrêmement nombreuses. Il faut donc beaucoup plus de démocratie. Alors, vous voyez, ça, ces idées qu'on caresse encore, dont on discute encore aujourd'hui, elles sont absolument présentes dans les conceptions de ces penseurs. Et en revanche, évidemment, Léonard de Bruni voue aux gémonies tous les gouvernements possibles dans un système despotique, c'est-à-dire non pas la monarchie mais la tyrannie, non pas l'aristocratie mais l'oligarchie, et non pas une part importante, enfin non pas la démocratie, mais au fond la démagogie, ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme. Vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme. Tout ça, des questions donc, qui sont, vous savez, dont on discute quand même bien ou mal, mais sur les radios et les télévisions, eh bien c'était au cœur des discussions de cet humanisme civique. Troisième homme, alors là je lui dis il est beaucoup plus connu, Alberti, Léon Battista Alberti, un homme extraordinaire pour, comment vous dire, c'est au fond une anticipation de Léonard de Vinci. Tout le grand public connaît Léonard de Vinci, hein, dont j'ai pris un détail de sa fameuse annonciation pour la couverture de ce livre, mais Léon Battista Alberti. Pourquoi? Parce que Léon Battista Alberti, lui, au sein de l'humanisme civique, c'est un homme qui a fait le lien entre les arts, qui étaient prééminents à Florence, hein, je vais y revenir, qui étaient prééminents à Florence. Il était l'ami de Brunelleschi, il était l'ami de Donatello, il a traîné ses guêtres avec eux lorsque l'architecte et le sculpteur étaient en train de mesurer les monuments romains pour reproduire exactement qui dans la cathédrale, qui sur ces sculptures, les proportions, n'est-ce pas, qu'on trouvait dans les ruines romaines. Et surtout, il est un grand architecte. Si vous connaissez un peu Florence et que vous connaissez Santa Maria Novella, eh bien, écoutez, je vais vous dire, il existe, je ne dirais pas une réplique, mais quelque chose qui est directement inspiré de Santa Maria Novella, qu'il a édifié dans le Marais, comment vous dire, à côté de la rue des Francs-Bourgeois, entre la rue des Francs-Bourgeois et la rue, je ne saurais pas vous dire laquelle. Vous savez, c'est ces églises qu'on croit baroques où il y a deux volutes comme ça. Ça vous dit rien? Ben ça, c'est du Léon Battista Alberti. Alors, Léon Battista Alberti, pour le dire très simplement, il a introduit en architecture, il a fait aussi le palais Rucellai, qui est allé à Florence le connaître. Vous savez, c'est ce palais qui ressemble d'ailleurs un peu au palais Pitti, où vous avez des murs en bossage, mais avec au fond 3 étages, en bas le dorique, les colonnes doriques, au milieu les colonnes ioniennes et en haut les colonnes corinthiennes. Tous les bâtiments néoclassiques, n'est-ce pas, sont faits comme ça. Et mieux, pour vous dire à quel point, c'est pour ça qu'il intéresse tellement les architectes
et les historiens de l'art, c'est que Alberti a imaginé et comme modèle, enfin, l'église idéale, c'est-à-dire un carré flanqué, vous savez, de chapelles rondes autour, hein, une rotonde avec des chapelles rondes, en fait, qui s'inscrit dans un carré avec des chapelles rondes. Alors, c'est le plan de Saint-Pierre de Rome, reproduit avec des nuances par Bramante, Michel-Ange et tous les architectes qui ont fait Saint-Pierre. C'est le plan, si vous voulez, des grandes églises. Et donc, se sont réclamés de l'exemple d'Alberti. Léonard de Vinci, Piero della Francesca, Bramante, Michel-Ange, Palladio, c'était leur mentor, n'est-ce pas? C'était leur mentor. Ça, vous voyez, tout ça, ça les historiens de l'art le savent, n'est-ce pas? Ça le savent, mais en fait, il y a une chose qui m'intéressait davantage encore, et c'est que Alberti est aussi celui qui a élaboré la fameuse théorie de la perspective, c'est-à-dire comment vous dire, l'introduction de la science géométrique, la mathématique, n'est-ce pas, dans l'art de peindre et l'art de construire. La géométrie, avec la théorie, la représentation de la troisième dimension, avec, par la théorie de la perspective. Celle-ci a fait couler beaucoup d'encre, je ne vais pas m'y étendre. Et vous savez, c'est Panofsky, c'est en France, c'est Pierre Francastel, Hubert Damisch. Enfin, c'est une chose qui a passionné les historiens de l'art. Ça a entraîné un certain nombre de discussions, mais surtout, c'est le témoignage du fait que vous avez d'emblée dans cette République de Florence la prééminence des arts, la pensée politique, et puis tout de suite, n'est-ce pas, déjà de la science, vous voyez, de la science qui revient. Alors, donc, j'en finirai avec cette première et deuxième génération de l'humanisme civique, pour vous dire que, en général, quand on étudie la pensée de l'humanisme en général, vous voyez, on a tendance, enfin un certain nombre de mes collègues ont eu par le passé, ce n'est pas les gens de ma génération, mais à réduire, deuxième réduction, si vous voulez que je pense pas tout à fait exact, à réduire l'humanisme à un art du discours dans la pensée, à l'éloquence, à la rhétorique. Pensez que l'humanisme, c'est un intérêt pour la langue. Alors, il est incontestable que les humanistes, c'est Poggio Bracciolini qui a retrouvé, Pétrarque d'abord, Bracciolini ensuite, qui a retrouvé au fond de nombreux textes de Cicéron, et de Quintilien, d'autres. Et donc, il y a un intérêt très grand pour l'écrit et pour l'éloquence, pour la langue, n'est-ce pas? Mais, en fait, ce serait une erreur, à mon sens, de réduire, au fond, l'humanisme, et surtout l'humanisme civique, à l'âge de l'éloquence. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner trois qui me semblent tout à fait dirimantes. La première, c'est qu'il y a dans l'humanisme quelque chose qui n'est pas du discours. Il y a d'abord une dimension religieuse, n'est-ce pas, qui est très présente dans la naissance de l'humanisme. Alors, je sais que quand je dis ça, les gens pensent immédiatement que je vais vous parler du paganisme, qui, effectivement, quand on voit un certain nombre de peintures, on voit que la mythologie gréco-romaine est omniprésente, n'est-ce pas? Bon, tout le monde a vu l'école d'Athènes dans les loges de Raphaël au Vatican. Bon, il y a une idée très importante, enfin une place très importante donnée à la mythologie romaine et au fond et à ses dieux, à ses divinités. Mais en fait, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est vrai qu'il y a eu un courant, disons, païen, par exemple chez Poggio Bracciolini, chez Pomponio Leto, mais il est largement récessif. À la vérité, quand la dimension religieuse est omniprésente dans l'humanisme, et on la voit au fond à trois étapes. D'abord, vous savez, si vous avez vu les peintures de Giotto, vous savez que Giotto était partie prenante du mouvement franciscain, le grand remaniement des ordres franciscains et dominicains à la veille de la Renaissance. Mais également, c'est ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que un certain nombre de couvents, le couvent de Luigi Marsili à Santo Spirito et le couvent d'un autre moine, Traversari, Ambrogio Traversari, à Sainte-Marie des Anges, c'est là que sont nés les cénacles humanismes qui réunissent tous les humanistes de premier ordre.
c'est dans ces couvents, et où on discutait non seulement des textes gréco-romains, mais aussi de la nécessité de redécouvrir la science, n'est-ce pas, des anciens. En particulier, c'est là qu'on s'est avisé qu'il fallait quand même republier la géographie de Ptolémée, qui était tout à fait différente de la représentation du monde médiéval. C'est là que sont nés les premiers cénacles humanistes. C'est très bien rapporté par Gherardi da Prato dans un livre qui s'appelle Le Paradis d'Alberti, où il raconte, n'est-ce pas, la vie de ces cénacles, ça on le sait. Et enfin, et alors là évidemment, ça va, ce que je vais vous dire peut sembler contre-intuitif, c'est que on présente toujours, si vous voulez, la papauté, en particulier celle du XVIe siècle, avec les problèmes qu'elle avait à régler, c'est-à-dire la réforme qui partait à l'assaut, au fond la croisade qui faiblissait énormément. On la présente comme très hostile, n'est-ce pas, au monde moderne. Alors, il est vrai qu'avec les positions du cardinal Bellarmine et la condamnation de Galilée, elle a pris des positions à ce moment-là, mais nous sommes déjà au XVIIe siècle, n'est-ce pas, très hostile à l'humanisme. Mais au XVe siècle, sans un certain nombre de papes, Martin V, Eugène IV, Pie II, qui d'ailleurs était un très grand humaniste, Enéas Silvio Piccolomini, Nicolas V, qui ont donné à tous les humanistes le gîte et le couvert, en particulier à tous ceux que je viens à Bruni, à Alberti, ils avaient tous des postes à la curie, n'est-ce pas, qui ont organisé la chasse aux manuscrits, le retour à l'antique, sans eux, qui ont également financé toutes les peintures des humanistes, aidé la construction des églises. Il n'y aurait pas eu de diffusion de l'humanisme. Ils ont joué un rôle fondamental. Et on en a la preuve, c'est que la plus grande bibliothèque du XVe siècle en Italie, c'est la Bibliothèque Vaticane, n'est-ce pas ? C'est elle qui a réuni le plus grand nombre de manuscrits. Donc, et d'ailleurs, comment l'humanisme serait devenu un mouvement européen sans l'appui de la première puissance, n'est-ce pas, du monde chrétien ? C'était pas possible. Donc là, vous voyez, donc, au début, au milieu, et vous allez le voir même à la fin, parce qu'à la fin, si on lit les œuvres de Marcille Ficin et de Pie de la Mirandole, évidemment, elles sont imprégnées d'une dimension religieuse qui n'est pas tout à fait, comment vous dire, orthodoxe, hein, ni l'un ni l'autre, qui est envahie par tout ce mouvement de connaissance de la philosophie grecque, et qui élargit d'ailleurs les représentations religieuses dans le passé, d'abord aux antiquités hébraïques, ensuite aux antiquités chaldéennes et même au monde arabe, mais vous avez vraiment une dimension religieuse qui est incontestable dans l'humanisme, alors, et qui ne se réduit pas du tout à la rhétorique. Deuxième dimension qui est également fondamentale, c'est la dimension scientifique. Alors ça c'est aussi une chose qui est peu étudiée, bien qu'en France, nous ayons une grande école d'épistémologie avec Bachelard, Canguilhem, mais ils étaient tous plutôt centrés sur le XVIIe siècle. Vous voyez. Ils se sont moins intéressés au XVe siècle italien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan de la redécouverte? On a redécouvert toute la science du monde antique à Florence à ce moment-là, c'est-à-dire la géographie de Ptolémée. On a commencé, je vous dis, qui a permis de... Je ne sais pas si vous avez jamais vu, on le trouve très facilement sur Internet, la carte que Ptolémée a fait du monde. Vous tapez Ptolémée, la carte de géographie, vous allez la voir. Alors, je ne vous dirai pas qu'elle est exacte, parce qu'elle n'est pas tout à fait exacte, mais elle ressemble quand même à quelque chose qu'on sait, qu'on connaît de l'Europe. À partir de là, on a pu reconstruire des cartes absolument différentes. Et surtout, le développement de la science physique. On a deux personnalités absolument fondamentales au XVe siècle, deux personnalités scientifiques. Paolo Toscanelli, si vous allez visiter la cathédrale de Florence, c'est lui qui a fait le gnomon, ce qui permet de voir, d'observer, n'est-ce pas, l'arrivée de la lumière, qui a donné à Christophe Colomb, excusez du peu, des indications sur le fait qu'on pouvait vraiment aller à l'ouest et redécouvrir un nouveau continent. Et tout ça a été étudié par un excellent historien de la géographie qui s'appelle Numa Brock. Il est hélas disparu, mais je vous y renvoie parce que moi, personnellement, je trouve ça passionnant de voir comment ça s'est déployé. Et puis, surtout, en physique, c'est le grand, très grand, encore un religieux, c'est le cardinal Nicolas de Cuse. Vous savez, on cite toujours Copernic
chanoine polonais qui avait fait ses études à Padoue et qui, le premier, a mis fin au géocentrisme, pour dire non, ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde, c'est le Soleil qui va tourner autour de... C'est le Soleil qui est au centre du monde. Eh bien, Nicolas de Cuse, même idée, explique que, au fond, la Terre n'est qu'une étoile comme les autres, n'est-ce pas, et que le monde, au fond, n'a pas qu'un centre. Il ouvre déjà la question de l'infini, du monde infini, n'est-ce pas? Il n'y a pas un centre, mais une multitude de centres. Si vous voulez, la circonférence n'est nulle part, le monde est illimité. Vous voyez. Déjà, il pose cette question de l'infini, et ces réflexions sont reprises par d'autres mathématiciens de son temps, Regiomontanus et Purbach, qui sont, comment vous dire, les antécédents directs de Tycho Brahe et de Kepler. C'est-à-dire que, comment dire, la voie qui va s'accomplir qui va se réaliser, qui va être percée définitivement par Galilée, elle commence à ce moment-là. Il y a une dimension très importante des sciences, et il y a aussi une dimension très importante, non seulement dans les sciences de la nature, mais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences humaines. Parce que c'est... donc, en histoire, Laurent Vallat, qui est un grand critique et philologue, qui a montré que la donation de Constantin, par lequel on disait que c'est le pape qui avait reçu l'héritage de Constantin et donc qui avait la domination sur toute l'Europe de l'Ouest, est un faux, et il le fait à partir d'une réflexion sur la langue qui n'est pas une réflexion rhétorique, qui n'est pas une réflexion sur l'éloquence, mais une réflexion sur la philologie. Si vous voulez, la langue devient un instrument de recherche de la vérité historique. Voilà. Et donc, après lui, d'ailleurs immédiatement après lui, et avec les mêmes méthodes, nous avons la naissance de l'archéologie avec Flavio Biondo, n'est-ce pas, qui travaillait d'ailleurs pour Nicolas V directement, et qui a retrouvé, si vous voulez, la Rome antique. Vous savez, ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est qu'on vous refait des maquettes de la Rome antique. Et ben, c'est ça qu'a fait Flavio. Il a compris, à partir des restes, n'est-ce pas, comment la Rome antique, qui par ailleurs avait évolué, devait être organisée. Et après, la dernière dimension de cet humanisme, liée à l'humanisme civique profondément, c'est la dimension philosophique dont je vous parlais. Évidemment, qui elle aussi a des liens directs avec le gouvernement de Florence, c'est-à-dire avec les Médicis qui ont d'abord porté la République sur les fonds baptismaux, qui étaient des populares, qui ont pris parti pour le peuple. Et d'ailleurs, ils se sont fait éjecter, en quelque sorte exilés, pour avoir pris ce parti, notamment par les Albizzi. Eh bien, ces Médicis, qui ont été les grands mécènes, n'est-ce pas, des plus grands artistes de Florence, ont aussi mené une politique, parce que ça va de pair, vous voyez, dans leur idée de départ républicaine, même si ensuite ils ont dérivé vers le Principat, ils voulaient l'unité italienne fondée sur la paix. C'est à Côme de Médicis qu'on doit la première paix entre Venise, Milan et Florence, la paix de Lodi. Et son petit-fils, Laurent le Magnifique, lui, a fait un pas de plus. Il est allé s'entendre avec Naples, n'est-ce pas, avec les Aragons, pour avoir une paix dans l'ensemble de l'Italie, qui empêchait que l'Italie soit dépecée. Il y a l'idée, vous voyez, d'une unité, d'une concordia. Et c'est pour ça que cette philosophia nova de Marcille Ficin et de Pic de la Mirandole, tous deux très liés aux Médicis, eh bien, reprend absolument sur un plan philosophique la politique des Médicis, c'est-à-dire d'établir la paix. Alors, mais eux, la paix qu'ils veulent établir, c'est une paix d'une part entre les religions, si c'est possible, une paix religieuse, et d'autre part, une paix entre les philosophies, et notamment Pic de la Mirandole a voulu essayer de réparer le fossé qui s'était creusé entre les admirateurs de Platon, parce que justement Platon avait une vision mathématique du cosmos, n'est-ce pas, avec le Timée, et les admirateurs d'Aristote, de sa logique. Et il a écrit un livre pour réconcilier Aristote et Platon, parce que par ailleurs Aristote était évidemment admiré pour sa politique, mais il y avait un chiasme en quelque sorte vis-à-vis d'Aristote qui séparait les humanistes. Presque tous admiraient sa
comment vous dire, sa politique, ils étaient pour sa politique républicaine, et ils la diffusaient à flot, mais en revanche, ils ont commencé, ce que vous retrouverez d'ailleurs plus tard chez Descartes, une critique en règle, n'est-ce pas, de sa logique et de sa dialectique, c'est-à-dire non seulement des syllogismes dont faisait grand usage la scolastique, ils ont mis par terre l'idée des universaux, les franciscains anglais le faisaient en même temps, mais sur d'autres bases, c'est-à-dire l'idée que il faut en finir avec les catégories, les transcendantaux, les catégories transcendantales. Alors, vous me direz qu'elles ont eu quand même pourtant la vie très longue. Ceux qui sont un peu philosophes parmi vous se rappelleront qu'il y a tout un tableau des catégories transcendantales chez Kant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que oui, les transcendantaux, on s'en défait pas comme ça. Enfin, toujours est-il que la logique et la Ange Policien, un grand ami de Laurent le Magnifique, grand ami de Pic de la Mirandole, et Pic de la Mirandole, qui pourtant, si vous voulez, considérait Aristote, mais après Bruni, Valla ont voulu se débarrasser de la logique d'Aristote. Il y a toute une discussion. Alors je ne sais pas si pour autres que des philosophes de profession, ça peut sembler avoir un intérêt ou pas, mais dans l'histoire de la pensée, n'est-ce pas, c'est un moment très important de mettre de la philologie, c'est-à-dire une conception historique, n'est-ce pas, à la place de la logique formelle d'Aristote et de ses catégories transcendantales. Tout ça, vous voyez, quel bouleversement. En général, on pense que ça n'arrive qu'au moment de, si vous voulez, de la philosophie moderne, c'est-à-dire de Descartes, de Malebranche, etc., mais pas à ce moment-là. Mais non, c'est déjà là, c'est déjà présent. Alors, je reviens maintenant. Donc, et le dernier aspect, c'est évidemment un élargissement extraordinaire qu'on trouve chez Pic de la Mirandole et chez Marcille Ficin, qui, eux, sont imprégnés de philosophie théologique, au fond du monde, si vous voulez, de la réflexion sur le monde du divin, puisqu'ils veulent prendre en compte au moins tout le bassin méditerranéen, l'Égypte incluse. Vous savez, l'égyptianisme dont on pense qu'il arrive au XVIIIe siècle ou avec Bonaparte, j'ai entendu ça dans une émission de télévision. Non, c'est déjà là, c'est déjà dans la Renaissance. C'est déjà dans la philosophie de la Renaissance. Alors, voilà, donc je voulais vous dire ça. Donc, voilà le premier, tout un volet, n'est-ce pas, de cet humanisme politique, humanisme civique, et de cette culture humaniste, parce que l'humanisme civique s'est dilaté, s'est vaporisé, s'est transféré dans toute la culture humaniste, ça vient de l'humanisme civique. Ça s'est développé dans cette cité républicaine de Florence, et ensuite ça va voyager, mais ça va voyager sur un mode, parce qu'on se dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement, à la fin du siècle, c'est fini la République. C'est le Principat qui va l'emporter. C'est-à-dire que là, au fond, une sorte de petite monarchie. Donc, une petite monarchie qui n'est plus républicaine, n'est-ce pas, et donc, dont je vais vous parler ensuite. Mais pourquoi, au fond, j'ai utilisé ce titre de République imaginaire? Et pourquoi ce titre m'est venu? Eh bien, parce qu'il me semble que ça décrit, tel que ça a été vécu par ces humanistes civiques, l'expérience qu'ils ont traversée. Et d'ailleurs, alors, d'abord, au fond, pour le comprendre, il n'y a qu'à s'appuyer sur l'expérience que nous avons, nous, tous ceux qui sont allés en Italie. Beaucoup d'entre vous connaissent Florence ou pas? Oh, quand même un certain nombre. Qui connaît Florence? Oui, vous voyez, il y a quand même beaucoup. Florence, vous savez, moi j'y suis allée quand j'étais enfant, j'y suis retournée quand j'étais jeune, je le raconte d'ailleurs rapidement, et j'y suis revenue, j'ai emmené ma mère avant qu'elle ne meure, et alors j'ai été absolument sidérée, parce que quand j'étais un enfant, il y avait du monde, mais pas grand monde, vous voyez. Et jeune, il n'y avait pas non plus encore grand monde. Maintenant, il y a des millions de visiteurs à Florence. C'est comme Venise. Hein. On ne peut plus, si on y va au printemps, enfin en mai, on peut plus rien visiter. C'est devenu, si vous voulez, à flot. Eh bien, cela dit, quand on va à Florence, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? On voit les arts, n'est-ce pas? La place de la Signoria, avec David, Donatello, la cathédrale, Brunelleschi, si vous voulez, en fait, au fond,
qu'est-ce qui illustre, quels sont les emblèmes, quels sont les symboles de la Renaissance aux yeux du monde entier. C'est d'abord, tout le monde le sait, deux tableaux fondamentaux, la Vénus et le Printemps de Botticelli, n'est-ce pas? C'est ça pour tout le monde entier, hein, tiré à des millions de reproductions, la Renaissance. Et c'est Michel-Ange, le David de Michel-Ange, le Moïse de Michel-Ange, etc. C'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a donc, dans cette République du XVe siècle, à Florence? Il y a une prééminence absolue de l'art, n'est-ce pas, des arts. On peut dire c'est la République fixée à son stade esthétique. Le stade esthétique de la République. Et alors, bon, aussi bien dans la peinture que dans l'architecture, que dans la sculpture, vous avez véritablement une supériorité absolument, c'est-à-dire un monde de recréation, un monde virtuel, n'est-ce pas? Un monde imaginaire, où l'imaginaire joue une très grande place. Et je me suis servi aussi pour, au fond, accoucher en quelque sorte de ce titre, d'une remarque qui m'avait beaucoup frappée, c'est Panofsky. Vous savez, le grand historien de l'art, Panofsky, un homme génial, il avait écrit quelque chose, c'était à propos du débat qui a opposé, vous savez, ceux qui croyaient que, au fond, tout vient du Moyen-Âge et ceux qui pensaient que tout vient seulement de la Renaissance. Bon, alors il a écrit une chose qui m'a semblé très profonde et qui était ceci. Le Moyen-Âge, a-t-il dit, croyait qu'il continuait l'Antiquité. Il l'avait laissé sans l'enterrer. Et il donne comme exemple le fait que les gens s'habillaient, si vous voulez, habillaient les gens de l'Antiquité comme ils étaient habillés eux. Ils pensaient que c'était la même, c'était toujours le quatrième empire qui se continuait, ils étaient dans le même monde. Il n'y avait pas de césure entre le monde antique et eux. Ils étaient toujours dans le même monde. À l'opposé, ajoute Panofsky, la Renaissance pleura sur sa tombe et essaya de ressusciter son âme. Et là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que quand on va dans les villes italiennes, il y a une note funèbre. Vous savez, le Pro Patria Mori, par exemple. Si vous allez à Santa Croce, on le voit dans tous les films, Santa Croce. Non, moi, je ne sais pas si vous connaissez ce film charmant, La chambre avec vue, qui est tiré, je crois, de Lytton Strachey, je ne sais plus, mais enfin, c'est un film charmant, on voit l'héroïne se prononcer. Santa Croce, c'est un cimetière. Il y a toutes les tombes, Michel-Ange, Galilée, Machiavel, enfin, si vous voulez, c'est un cimetière. Et il y a une multitude, les tombeaux, vous voyez, les tombeaux, la sculpture de la Renaissance, il y a un nombre de tombeaux absolument faramineux, comme il y en avait d'ailleurs chez les Romains à la fin. Mais là, bon, eh bien, et mourir pour la patrie. Et là, je vais vous retrouver un texte de Matteo Palmieri, qui est un grand humaniste civique. Voilà ce qu'il dit. « Aucune œuvre pour les hommes ne peut être meilleure que de pourvoir au salut de la patrie, de conserver leur cité et de maintenir l'union et la concorde des assemblées et de la multitude. Qui s'y exerce trouvera sur la terre un bonheur éternel, car là est le lieu d'où viennent les gardiens de la République, la terre où ils reposeront à la fin. » Vous voyez, au fond, les funérailles. Et donc, oui, alors c'est extrêmement... autrement dit, eh bien, il y a ces deux notations, mais il y en a une troisième, c'est qu'il y a un livre que peut-être un certain nombre de vous ont lu, qui s'appelle « Le songe de Polyphile ». Les historiens de l'art aiment beaucoup ce livre, hein, et il est énigmatique. Et alors, dans ce livre, il est considéré par ces mêmes historiens, il est publié à l'Imprimerie nationale, hein, il a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que, je vais vous raconter très rapidement ce qu'il y a dans ce livre, il a influencé immédiatement en France, les Tuileries, Versailles, n'est-ce pas, sont pleines d'influence du songe de Polyphile. Vous allez voir pourquoi. Tous les grands jardiniers, tous les grands architectes du XVIe, XVIIe siècle en France se sont emparés du songe de Polyphile pour faire leur construction et leur jardin. Eh bien, il est considéré aussi donc par les historiens de la Renaissance comme une sorte de testament de la Renaissance. C'est un livre qui est apparu à Venise chez Aldmanus en 1499, mais il a été composé, pense-t-on, en 1494. Il y a un débat sur son auteur. Est-ce que c'est le moine Francesco Colonna qui l'a signé? Mais il est imprégné des idées d'Alberti. On le voit à toutes les pages. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conte? C'est un conte, hein, un conte.
D'ailleurs, vous savez, la Renaissance, ça commence par le chansonnier de Pétrarque et ça finit par le songe à Florence, par le songe de Polyphile. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce conte? Alors, je le résume très rapidement. Polyphile, vous voyez ce que ça veut dire, l'amoureux de la cité de la police, la cité républicaine, est à la recherche de Polia Lucretia, une jeune femme. Lucretia, c'est le nom de l'héroïne romaine qui a mis fin à la suite des Tarquins, des rois à Rome. Et donc, il est à sa recherche. Et cette recherche, il l'accomplit en sortant d'une sombre forêt hercynienne où on a vu si vous voulez, un symbole du Moyen-Âge, au fond dans le cimetière antique et ses jardins, pour trouver une succession de ruines antiques de toutes sortes, pour trouver successivement, en embarquant d'ailleurs pour Cythère, le palais de la reine Liberté et le palais de Vénus, mais à la fin, malgré tout, malgré son amour, il ne retrouvera pas Polia, il la perdra définitivement. Et donc vous voyez, il y a au fond cette idée que dans la Renaissance, que bien sûr on va à la recherche du monde antique, mais qu'on ne peut pas la retrouver parce qu'elle est morte et qu'il faut l'enterrer convenablement et qu'on ne peut que la recréer. Voyez. Et donc une part fondamentale donnée à la recréation, conçue comme art du discours ou comme recréation esthétique. Et donc l'imaginaire, vous voyez, la recréation de la République antique par les plasticiens, dans Pic de la Mirandole, dans, si vous voulez, son livre sur la dignité de l'homme, dit que, en fait, ce sont les plasticiens et les plastes, il dit, et les créateurs de fiction, fictors, qui, au fond, recréent le monde. Eh bien, cet objet virtuel des arts et du discours, qui a été, si vous voulez, au fond, qui nous a été légué, moi, j'ai été très frappée que ça a été aussi un passeport pour la survie de l'idée républicaine. Parce que si on regarde les utopies, vous savez, qui fleurissent après la fin de la République à Florence, les utopies dans les Arcadies, par exemple en Angleterre, tout de suite en Angleterre, l'Arcadie, c'est un thème que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît le tableau Poussin de Poussin au XVIIe siècle. Mais c'est en fait quelque chose qui a été initié par un napolitain, Jacopo Sannazaro, et qui va avoir un succès extraordinaire, n'est-ce pas, ce thème de l'Arcadie, retrouver, si vous voulez, l'Arcadie perdue. Donc chez Philippe Sidney, jusque dans l'Astrée chez nous, c'est retrouver la vie des bergers, retrouver la vie antique, la vie à l'antique. Et donc là, et l'art, n'est-ce pas, ne sera pas perdu. Et il est absolument remarquable de voir que tout ce style néoclassique, de l'architecture, cette théorie de la perspective, eh bien, ça sera la culture classique. Toute la culture moderne, n'est-ce pas, est imprégnée entièrement de ça. Alors, nous en sommes sortis. Aujourd'hui, les peintres ne font plus des tableaux en perspective. Nous en sommes sortis. Mais le monde moderne, n'est-ce pas, c'était ça. C'était ça. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est pour ça que la République, évidemment, ne sera pas perdue. Alors, je vais ajouter, pardonnez-moi, j'ai encore un peu de temps pour vous parler de Machiavel, pour vous dire quelque chose, parce que je vais aller vite, parce que... Voilà. Alors, et Machiavel. Alors, évidemment, j'ai centré, parce que Machiavel, on ne parle que de ça. Eh bien, je vais vous dire, c'est donc une toute autre histoire, la pensée de Machiavel. Vous savez, les trois grandes œuvres politiques de Machiavel que tout le monde connaît, les discours sur les décades de Tite-Live, les histoires florentines, et enfin Le Prince, son œuvre la plus célèbre. C'est le contraire de ce que je viens de vous expliquer. C'est un retour au réel, n'est-ce pas? Retour réel. Machiavel en a assez des rêves, on a assez de l'idéal, on a assez, on dirait aujourd'hui, du surmoi. Et lui aussi, n'est-ce pas, est un vaincu. Il est venu, il a vécu et il n'a pas vaincu, n'est-ce pas? Est un vaincu, mais il voudrait comprendre pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi la République va mourir? Et il pose les bonnes questions pour formuler sa réponse finale dans Le Prince. Première question, d'où est venue la force de la République romaine, n'est-ce pas? Deuxième question, d'où est venue la faiblesse de la République à Florence? Eh bien, il répond très simplement, dans ces trois livres, si on les lit comme ça, il répond ceci. Premièrement, la force de Rome, c'était le gouvernement mixte appuyé sur la loi, avec une part très importante au peuple,
il est républicain, Machiavel. Ce serait une erreur de penser qu'il n'est pas pour la République. Comme Rousseau et Spinoza et Rousseau, plus exactement, si on respecte la chronologie, l'ont vu, c'est parfaitement, il est républicain. Il trouve que la République, c'est quand même bien. Deuxième point, eh bien, parce qu'à Rome, il y avait une religion civique, alors une religion assez terrible, mais enfin, au moins une religion qui permettait à la ferveur populaire d'éteindre les conflits, on dirait aujourd'hui des conflits de classe. Et troisièmement, parce que Rome a assumé, si vous voulez, la puissance, en menant, et là vraiment il n'y va pas avec le dos de la cuillère, la guerre extérieure, l'impérialisme, n'est-ce pas? Oui, Rome était, à l'extérieur était impériale, et c'est pour ça qu'elle a été puissante, et c'est ce qui lui a permis la République à l'intérieur. Et d'où vient, selon lui, la faiblesse de Florence? Eh bien, d'abord de l'origine de Florence, parce que l'Italie, au départ, était faible, elle était déjà désagrégée. Mais surtout, il n'y a jamais eu une constitution suffisamment stable, une constitution et des lois suffisamment stables. Il n'y avait pas non plus une religion. La religion, alors là, vous savez qu'il y a un côté de mécréant très fort chez Machiavel. Il tonne contre l'Église et la religion chrétienne elle-même, pour dire que c'est au fond les combats de bêtes et de gladiateurs, c'était quand même mieux, c'était plus adapté à la défense que la religion chrétienne. Il l'écrit comme ça. Et troisièmement, et le dernier point, qui est le plus important, vous savez que toute sa vie, il a combattu pour qu'il y ait à Florence une armée nationale. Il a écrit un livre qui s'appelle De Militia, et ben, il n'y est pas parvenu, et il n'y a pas de puissance. Autrement dit, diagnostic final, eh bien, pas de puissance suffisante pour que la République se défende et ne reste pas désarmée, les prophètes désarmés, vous savez. Et donc, dans Le Prince, eh bien, Machiavel formule une solution qui a tenu, en quelque sorte, toutes les républiques en formation dans les royaumes, dans les gouvernements monarchiques, en haleine, c'est qu'il faut faire dans la République, à l'intérieur même de la République, une place à la puissance. Certes, la puissance, c'est impérial. Certes, la puissance, ça vient du despotisme. Ben, il faut mettre de la puissance dans la République. Et si on ne met pas de la puissance dans la République, eh bien, la République ne pourra pas tenir, elle ne tiendra que si elle est capable d'introjecter la puissance. Vous savez, au XVIIIe siècle, Kant, qui était un grand esprit, a fait une remarque que je trouve tout à fait judicieuse. Il a dit, au fond, tant qu'il n'y aura pas de République universelle, les rapports entre la République et puis les pays qui ne sont pas républicains, mais même, eh bien, resteront des rapports de puissance, des rapports de force, et par conséquent, en fait, on restera dans un monde de type machiavélien. Oui. Ça, je l'ajoute, Kant ne le dit pas exactement, mais c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça signifie. Et donc, voilà l'idée de Machiavel, l'idée qui, eh bien, vous voyez que ça flèche directement toutes les réflexions du XVIe et du XVIIe siècle sur l'État républicain. Justement, il faut de l'État. Il faut mettre de l'État dans la République, sinon on est mort. Et c'est pour ça que ça a été si important en Hollande. Parce qu'en Hollande, Bodin, dont je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement qu'il était un partisan de l'État souverain, d'un État souverain, il a été le conseiller, il faisait partie, comme Languet, comme Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde, comme des tas d'autres, n'est-ce pas? Il faisait partie de l'arrière-conseil de Guillaume d'Orange, et donc ils ont fait ça en Hollande. Et c'est comme ça que la Hollande n'est pas morte. Parce que la Hollande, c'était une république de cité, comme Florence, qui s'est affrontée au plus grand empire de l'Europe, n'est-ce pas, Charles Quint et Philippe II, et qui en a eu raison. Il y a eu 80 ans de guerre, mais ils ont tenu. Après, pas éternellement, à la fin du XVIIe siècle, c'était de nouveau fini, n'est-ce pas? Mais ils ont tenu et ils ont donc fait triompher cette idée républicaine. Eh bien, ça, si vous voulez, là, ça vient, c'est pour ça que Pocock a eu raison d'écrire ce qu'il appelle le moment machiavélien, parce que les républiques anglaises, vous voyez, le monde anglo-américain a été très influencé par ce courant machiavélien, n'est-ce pas? Voilà, j'en terminerai là.